plateau Mathilde Panot et que nous rejoint en visio Myriam Fournier. Myriam Fournier qui est présidente du centre INRAE Nancy Grand Est et professeure à AgroParisTech, et Mathilde Panot à mes côtés, députée LFI, donc la France Insoumise du Val-de-Marne, initiatrice d'une commission d'enquête citoyenne pour une gestion alternative des forêts. C'était une commission, Mathilde Panot, qui associait, je crois, des parlementaires, des syndicalistes forestiers, des membres d'associations de protection des forêts, et dont les travaux ont abouti à une proposition de loi pour l'encadrement des coupes rases. Alors justement, ces coupes rases, je crois qu'on en a parlé quasiment, cette émission n'avait pas 3 minutes ou 4 minutes qu'on parlait déjà des coupes rases, et c'est la question de ce face-à-face. Demain, la fin des coupes rases, point d'interrogation. Alors peut-être d'un tout petit mot, je ne sais pas, peut-être Myriam Fournier, on va faire appel à la professeure à AgroParisTech, une définition en 15 secondes des coupes rases. Alors, une coupe rase, si je définis bien, c'est le fait de couper des arbres sur une grande surface en même temps. Après, quand on parle de coupe rase en France en forêt, normalement, la loi impose de maintenir l'état boisé. Donc, ce n'est pas de la déforestation, sinon c'est contraire à la loi. Voilà. Mais dans d'autres pays, effectivement, la déforestation est très vivante. Une coupe rase peut aller à la déforestation. Chez nous, il y a aussi des systèmes forestiers qu'on ne sait pas ou qu'on n'a pas su faire renouveler autrement que par coupe rase. Et effectivement, un impact sur le paysage qui n'est pas très agréable pour les gens qui habitent à côté. Myriam Fournier, Mathilde Panot, je voudrais vous entendre quelques secondes sur les risques que court actuellement la forêt. Alors, Francis Allais épinglait un article publié dans Le Monde, ce qui m'est toujours très désagréable, en disant vous accusez tout de suite le climat quand on parle de la scolite et qui touche les épicéas dans le Grand Est. Mais si on devait définir les risques que coupe la forêt aujourd'hui, les qualifier, quels sont les principaux ? Climat, mauvaise implantation des essences, c'est quoi le risque ou les risques ? La forêt elle a toujours été soumise à beaucoup de risques et comme a dit Francis Allais, elle a aussi une résilience naturelle très importante, mais ça dépend un peu. La forêt elle nous fournit des services que vous êtes prêts à accepter. La résilience, elle est en effet, je pense, énorme à partir du moment où vous êtes patient et vous acceptez que ça dure longtemps. Il y a toujours eu de grandes perturbations dans les forêts naturelles. Les grands feux australiens qu'on connaît, il y a des grands feux, il y a des grandes tempêtes ou des grands coups de vent qui font ce qu'on appelle des chablis, qui font des grands trous. Et, enfin, la forêt naturelle n'est pas ces perturbations. Après, est-ce que nous, ce qu'on veut de la forêt, on est prêt à accepter ces grands régimes de perturbations ? Par exemple, les forêts périurbaines, elles sont protégées contre les incendies. J'imagine mal que nos concitoyens soient prêts à accepter des risques. Évidemment, vous savez bien qu'on protège les forêts contre le feu essentiellement à cause des maisons et des infrastructures humaines. Voilà. Et alors aujourd'hui, le changement climatique, pour nous, c'est un risque qui est très angoissant parce que autant les autres, je pense qu'ils faisaient partie du travail du forestier, je pense que l'homme s'était habitué, il avait décidé de s'en accommoder, mais là, on va vers un risque qui est totalement inconnu. Donc, c'est ça qui est vraiment très inquiétant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déclenché quelque chose et c'est notre responsabilité. Et on ne peut pas s'en sortir par une pirouette en disant les forêts, elles vont s'en sortir toutes seules parce que très honnêtement, on n'en sait rien. Et même, on a plutôt des évidences que ça ne va pas marcher. Mathilde Panot, le climat, les risques naturels, l'exploitation de la forêt en elle-même aussi peut-être. Moi, je dirais que évidemment, la forêt, évidemment qu'il y a des enjeux climatiques, de dérèglement climatique qui se posent et qui en font un enjeu majeur. Mais le problème principal pour moi de la forêt aujourd'hui, c'est la question de la malforestation et d'une industrialisation de la forêt. Moi, je compare souvent ce qui se passe en forêt aujourd'hui à ce qui s'est passé dans les années 50, 60 sur la question de l'agriculture. Et si on a fait cette commission d'enquête citoyenne qui donnera lieu par ailleurs, elle a donné lieu à cette première proposition de loi pour encadrer les coupes rases, mais elle donnera lieu aussi à une proposition de loi cadre pour savoir comment est-ce qu'on pourrait gérer les forêts comme des biens communs. Et le problème principal, c'est que dans les années 50, 60, ni vous ni moi n'avons décidé qu'on allait se diriger vers une agriculture sans paysans, avec tous les désastres qu'on connaît aujourd'hui, sur la question des sols, sur la question de multinationales, notamment Monsanto, qu'on laisse empoisonner l'ensemble de la population et les paysans en premier lieu, avec un paysan qui se suicide tous les jours, un paysan sur 3 qui vit avec moins de 300
250 € par mois. Et aujourd'hui, la forêt, elle est à cette croisée des chemins. Dans le Morvan, vous avez 50% des forêts de feuillus diversifiées qui ont été remplacées par des monocultures de résineux. Et on le sait, une forêt en monoculture est beaucoup moins résiliente au changement climatique, et on est sur le même modèle, c'est-à-dire coupe rase, plantation, monoculture. Et ça, c'est très grave pour la résilience de nos forêts. Ça maltraite à la fois les écosystèmes, et notamment les sols, on pourra y revenir, et les êtres humains qui y travaillent. Merci beaucoup Mathilde Panot, Myriam Fournier. Est-ce qu'on en demande trop aux forêts? Est-ce qu'on les traite mal? Alors moi, je souscris à ce qu'a dit tout à l'heure notre collègue Claire Novak, parce que je pense que quand même, il ne faut pas non plus se fustiger. En France, on a une culture forestière historique, notamment avec les collègues de l'ONF, qui est quand même très forte. Mais surtout, je veux dire, il faut vraiment faire attention à la dimension temporelle des forêts. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas taper sur les anciens. Les gens qui ont planté de l'épicéa dans la forêt de Verdun, c'était après la Première Guerre mondiale. Ils avaient récupéré des sols qui étaient complètement pilonnés. Et, enfin, vous savez ce que c'est qu'un sol après la guerre des tranchées, quoi. Eh bien, à cette époque-là, très honnêtement, il n'y avait pas d'autres connaissances. Et moi, je pense que ces gens-là, ils ont planté de l'épicéa, ils ne pouvaient pas faire mieux. Et moi, je dis toujours à mes étudiants, notamment, que soyons humbles, arrêtons de dire les anciens, ils ont fait des coupes rases, c'était mal. Ils ne savaient pas, quoi. Hein. Et donc aujourd'hui, je suis d'accord qu'on ne peut pas accepter, aujourd'hui on le sait, donc on ne peut pas accepter des choses pas acceptables, mais il ne faut pas non plus montrer du doigt tout ce qu'on fait les autres avant. Et moi, je suis persuadée que dans 100 ans, dans le même temps avant, dans 50 ans, les gens qui vont nous succéder, ils vont se rouler par terre de rire en disant les bêtises qu'on a faites alors que c'était de bonne foi. Non, ce qu'on aura fait, c'était aussi de bonne foi. Donc il faut bien comprendre cette dimension temporelle qui est extraordinaire en forêt. Donc il y a des mauvaises pratiques, il faut les interdire, ça, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas non plus montrer du doigt toutes les pratiques qui se sont faites jusqu'ici en disant c'était mal parce qu'honnêtement, on ne pouvait pas savoir. Et ça ne va pas savoir. Alors, on se tourne vers l'avenir. Ce sera ma dernière question avant de vous donner la parole par le truchement de Joséfa Lopez. Mathilde Panot, puisqu'il y a des propositions, vous en avez cité une notamment sur les coupes rases. Entendons ce que dit Myriam Fournier. C'est vrai, ils n'ont pas fait ça pour détruire la planète. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on gère mieux? Comment on gère autrement? Alors, première des choses pour répondre très rapidement à ce qui est dit, là où je suis tout à fait d'accord, c'est que la forêt, c'est du temps long. Et donc, il faut remettre du temps long. Ça, c'est la première des choses. Par contre, là où je suis moins d'accord, c'est que les coupes rases sont encore pratiquées aujourd'hui. Et là où elles devraient être une exception, elles deviennent la norme à certains endroits. C'est pour ça qu'il faut légiférer. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, moi, je suis pour l'encadrement très strict des coupes rases, l'interdiction à partir de 2 hectares. Ça, c'est votre Deuxième point, des choses, je veux remettre de l'humain dans les forêts. Je ne veux pas de forêts sans forestiers. Et notamment, vous savez que l'ONF fait des îlots d'expérimentation à des endroits. Justement, si on est humble, eh bien, il faut observer la forêt. Il faut une expertise humaine et un savoir-faire qu'ont les forestiers. Et quand on sait qu'ils ont perdu 40% des effectifs en 30 ans, eh bien, je crois qu'il y a un gros problème sur cette question-là. La troisième des choses, c'est qu'il faut laisser vieillir les forêts. Aujourd'hui, 79% des arbres ont moins de 100 ans. Les laisser vieillir et retravailler la valorisation de la filière bois derrière, puisque vous le savez, aujourd'hui, on va couper des grumes soit pour aller les brûler, soit pour les envoyer en Chine et qu'ils nous reviennent 4 fois plus cher sous forme de parquets ou de meubles, ce qui est une aberration écologique incroyable. Et donc, il faut relocaliser notre filière bois. Myriam Fournier, et ensuite je passe la parole au public. Donc on a donné du temps, remettre des hommes et des femmes, j'imagine, des êtres humains en tout cas, dans la forêt. Cesser d'exporter, arrêter les coupes rases. Vous vous reconnaissez dans ce type de programme? Vous avez des choses à rajouter? Moi, je pense qu'il faut en rajouter, c'est-à-dire que je pense que dire qu'on réglera le problème de Alors là où je suis totalement d'accord, c'est l'humain, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que... Tout à l'heure, vous demandiez si le plan de relance était assez, mais bien sûr que non, ce n'est pas assez. C'est-à-dire qu'on considère évidemment que si on mettait autant de moyens dans les forêts que ce qu'on met dans les arbres de parc ou dans d'autres systèmes, on aurait de quoi gérer les forêts toutes parfaitement à la mode Pro-Sylva. Et pourquoi on ne peut pas le faire? C'est parce qu'il n'y a pas les moyens. Mais sans doute qu'on n'aura pas non plus les moyens de tout gérer parfaitement arbre par arbre. Il faut aussi se faire une raison. Il faut laisser des zones en libre évolution. Donc, moi, je pense que la solution, c'est pas juste... dire que la solution, ça serait juste interdire des coupes rases. C'est un peu la même chose que si on disait qu'on va arrêter la pandémie Covid en remontant le couvre-feu de 2 heures. Mais pour moi, c'est une part de la solution. Oui, ce que n'a pas dit Mathilde Panot. Elle n'a pas dit que c'était la seule chose. Hein. Non, mais on est bien d'accord. Mais il faut que les gens soient conscients de ça. C'est-à-dire que c'est vraiment complexe. Aujourd'hui, ce qu'on apprend aussi, ce que les forestiers essayent de transmettre, c'est que face à une situation, y compris par exemple les gens de Pro-Sylva que je connais bien, face à une situation, ils font un diagnostic. C'est-à-dire qu'ils font ce que vous avez dit, ils observent
Et après, la solution, elle est vraiment très particulière, quoi. À chaque forêt, il y a une solution. Et par exemple, les gens de ProSilva n'excluent pas de planter parce qu'il y a des moments où on ne peut pas faire autrement. Alors, les gens de FranceSilva, on va les entendre. ProSilva. Oui, dans quelques instants. Mais pour le moment, je vous repasse la parole et je passe la parole à Joséfa pour vos questions. Merci Emmanuel. Bonjour à nos deux nouvelles invitées. Merci de nous suivre et de nous envoyer toutes vos questions. On essaye de les sélectionner, mais en tout cas de les partager à nos invités. Peut-être que la première, enfin en tout cas les deux premières vont rebondir sur vos propos. D'abord, Myriam Fournier, Anne nous demande quelles erreurs ne faudrait-il pas refaire pour la suite. Vous en avez un peu parlé. Est-ce qu'on le sait ça? Est-ce qu'on peut quand même un tout petit peu l'anticiper? On disait que des erreurs ont été faites par le passé. Quelles seraient celles qu'il ne faudrait absolument pas refaire pour la suite? On sait aujourd'hui qu'on connaît mieux, on sait faire des projections, par exemple, du climat, et on sait très bien que ça, c'était une règle de la forêt. On sait qu'on ne va pas remettre des essences inadaptées là où elles ne sont plus à leur place. Ça, c'est une première chose. Après, je pense qu'aujourd'hui, ce qui vraiment nous marque, c'est qu'on va cesser peut-être de tout vouloir planifier. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une phase plutôt de gestion dite adaptative et apprenante, où ça va être basé sur l'observation. C'est-à-dire qu'au lieu de dire on va piloter un système forestier en sachant vers quoi on veut le conduire dans 40 ans, on sait que ça ne marchera pas, quoi. Donc aujourd'hui, il faut regarder sans arrêt et prendre des décisions de façon très humble et plutôt en mode adaptatif qu'une planification. Alors, nous, on est des partisans de la planification, vous le savez. Je pense que quand on disait la forêt, c'est le temps long, eh bien, c'est justement avoir à la fois les forces humaines, je disais, les femmes et les hommes qui travaillent en forêt et qui ont le savoir-faire. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a seulement, et ça c'est le ministère de la Transition écologique qui le dit, seulement 18% des forêts qui sont en bon état écologique. Donc, il va falloir travailler dessus. Et sur ce qu'il ne faut pas faire, on rentre dans un temps d'incertitude extrêmement fort. C'est-à-dire qu'on rentre dans un temps où, effectivement, du fait du dérèglement climatique, il y a beaucoup de choses avec les aléas climatiques dont on ne sait pas ce qui va se passer. Par contre, il y a des choses qu'on sait avec la science. Une forêt avec multi-âge, avec plusieurs essences, est plus résiliente que d'autres. Donc, par exemple, nous, dans le plan de relance, on demandait à ce qu'on n'ait pas le droit de transformer une forêt multi-essence en une monoculture. On demandait à ce qu'il y ait l'obligation d'avoir des multi-essences dans les forêts. Bon, tout ça a été complètement refusé, mais je crois qu'on sait déjà des choses sur lesquelles on peut s'appuyer et à partir de là, avoir effectivement ces forestiers qui aident à orienter la trajectoire forestière. Mais je crois qu'au contraire, nous sommes dans un moment où plus que jamais, nous devons planifier à partir des choses que nous savons. Et il y a quand même des choses que nous savons pour la forêt. Mathilde Panot, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut laisser les forêts vieillir. Justement, ça rebondit sur une question de Denis qui nous dit qu'en gros, plus d'un tiers des forêts sont apparues après-guerre et l'âge moyen des arbres en France est d'environ 60 ans. Déjà, est-ce que vous confirmez ces chiffres? Et pourquoi on se retrouve avec des forêts si jeunes? Alors, je ne sais pas exactement pour ces chiffres. Moi, le chiffre que j'avais en tête, c'était 79% des arbres ont moins de 100 ans. Mais ce qui s'est passé, c'est que de plus en plus, on essaye d'adapter la forêt aux besoins de l'industrie et notamment de remettre la forêt justement dans le temps court du capitalisme. Et quand vous voyez des arbres qui sont coupés au bout de 30, 40, 45 ans, eh bien, c'est une aberration en termes climatiques et du puits de carbone que sont les forêts. Lorsque vous faites une coupe rase, par exemple, vous savez, le carbone n'est pas que dans les arbres, il est surtout dans les sols. Et lorsque vous arrivez avec une machine comme celle qu'il y a dans le Morvan de 50 tonnes qu'on appelle Hannibal, eh bien, vous imaginez bien les désastres que ça crée sur les sols. Donc oui, il faut laisser vieillir les forêts et notamment avoir des méthodes de prélèvement de bois. Nous, on demande à ce qu'on reste sur le niveau de prélèvement de 2017, qu'on ne soit pas sur ce qu'on nous propose de délirant, d'augmenter les prélèvements de 70% d'ici à 2050. Mais bon, un prélèvement de 2017, si vous relocalisez la filière bois, ce n'est pas complètement délirant de dire ça. Et donc, que vous fassiez plutôt des prélèvements qui ne soient pas en coupe rase, mais que vous alliez chercher un bois ici qui fera une éclaircie pour l'autre arbre. Bref, utiliser le savoir-faire forestier. Et je crois que ce qu'il faut se garder de faire, c'est surtout de ne pas jouer à l'apprenti sorcier en disant cette espèce résistera à tout, on va planter cette espèce partout. Et ça a amené au désastre dont on parlait notamment avec les épicéas, mais pas que, notamment parce qu'on a planté des arbres à la mauvaise station. Donc ne jouons pas aux apprentis sorciers, mais travaillons sur les résistances naturelles qu'il y a
justement dans les forêts résilientes, multi-essences et multi-âges qu'il y a, parce que c'est notre meilleure chance d'avoir des forêts qui soient les plus résistantes possibles au dérèglement climatique et aux aléas climatiques. Justement, pour rebondir sur cette question, Myriam Fournier, une interrogation de Maxime. Les incendies sont-ils provoqués justement par la présence de forêts monoculture, comme par exemple les forêts de pins ? Les forêts de pins, ce n'est pas nécessairement des forêts monoculture. Le pin, c'est une espèce pionnière, de toute façon, qui s'installe la première après un incendie dans une zone nue. Donc les pins, ce n'est pas forcément cultivé. Alors après, est-ce qu'il y a plus... La forêt méditerranéenne, par exemple, qui est beaucoup plus ensauvagée que la forêt des Landes, vous remarquerez qu'elle brûle plus. Donc je ne pense pas qu'il y ait une réponse absolue à ça. Ça dépend beaucoup des conditions. Le feu, ça dépend de plein d'autres choses que de l'essence. Mais... pour revenir sur ce que vous avez dit, moi je pense qu'il faut quand même se méfier des certitudes. Et l'idée que les forêts mélangées sont plus résilientes, c'est ce qu'on dit, nous les scientifiques, à partir de quelques essais, et on y croit. Mais moi je vous fais le pari que dans 50 ans, on va avoir plein d'exemples de plantations mélangées, de forêts mélangées qui ne vont pas être résilientes. L'épicéa, là où il meurt, c'était attendu. Le sapin qui meurt dans les Vosges, ce n'était pas du tout attendu. Donc on a plein de surprises. Donc il ne faut pas imaginer que c'est simple, que c'est binaire. Quand je disais pas de planification, c'est à l'échelle de l'État, bien sûr qu'il faut planifier, mais à l'échelle d'un massif forestier, d'une forêt, je vous assure que vous ne pouvez pas savoir ce qui va vous arriver. Il faut être observé et être toujours en adaptation permanente, sans doctrine. Oui, mais vous serez d'accord avec moi pour dire, je pense, que lorsqu'un agent de l'ONF a son secteur qui est multiplié par 3 parce qu'on a supprimé des effectifs, ça n'aide pas à observer beaucoup et à avoir les informations précieuses qu'on devrait avoir. Qu'on manque de bras en forêt, mais pas qu'à l'ONF. Quand on dit, par exemple, il va falloir faire des plantations mélangées, on n'a pas de pépinière, on n'a pas de travailleurs. Vous en connaissez beaucoup des gens qui veulent travailler dans la forêt, qui veulent se casser le dos à planter des arbres. Et en fait, on a tout un problème, effectivement, de reconstitution de gens pour travailler. Donc, effectivement, il y a toute une réhabilitation au niveau de la société pour que le travail en forêt soit rémunéré correctement, attractif, intéressant, etc. Et peut-être des façons, d'ailleurs, de travailler un peu différentes. Mais vous avez tout à fait raison. Moi, je plaide pour qu'en forêt, on remette de l'humain, du travail et des gens. Mais après, il faut trouver, évidemment, les moyens de rémunérer ça. Alors Gaëlle attire notre attention sur les forêts privées et nous demande comment prétendre gérer la forêt comme un bien commun alors qu'en France, elle appartient pour les 3 quarts à des propriétaires privés. Comment justement, là on parlait des superficies, mais maintenant est-ce qu'au défaut on peut rentrer ? Je termine sur un point et après je vais tout de suite à votre question. Je termine juste pour dire que la majorité macroniste et le gouvernement continuent de supprimer des postes à l'ONF et que les forestiers de l'ONF font ça par passion. Donc là pour le coup, c'est vraiment pas un manque de personnel, c'est juste qu'on supprime chaque année du crédit à l'ONF. Ça c'était une petite précision pour celles et ceux qui nous écoutent. Comment on fait sur la gestion privée ? Eh bien je crois que si on considère que la forêt est un bien commun, que c'est un puits de carbone indispensable pour faire face aux enjeux déjà d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Je crois que la seule chose qui peut s'imposer et aux forêts publiques et aux forêts privées, ça s'appelle la loi. Et donc, ce pourquoi j'ai fait une commission d'enquête citoyenne, c'est parce que je veux que la forêt soit un objet politique, qu'en ce moment, nous avons des enjeux très forts autour de la forêt, et j'aimerais qu'il y ait des décisions démocratiques sur cette question-là. Et justement, dans la loi, on pourrait inscrire des choses qui s'appliqueraient à la fois à la forêt privée, à la fois à la forêt publique et qui permettrait d'orienter et de choisir quelle direction nous voulons pour la forêt de demain, quel choix collectif nous faisons sur quelque chose qui engage notre avenir à toutes et à tous. Je rebondis sur votre réponse, puisqu'en tant que chercheuse et politique, comment permettre, et c'est donc une question de Julie, comment associer les citoyens à la gestion de nos forêts, l'une et l'autre ? Peut-être Myriam Fournier ? Ça, moi, je pense que c'est un grand enjeu qui me motive beaucoup. Je pense que ça, c'est une erreur historique, les forestiers, parce que les forestiers, ils sont issus des rois de France et tout leur boulot, ça a été de mettre dehors de la forêt les populations. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que la forêt redevienne un bien commun. Et, même quand le sol est privé, les propriétaires privés, il faut en tout cas les rendre actifs aussi. Il y a des tas de forêts privées dans lesquelles vous pouvez vous promener. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et comment on fait ? Moi, je pense vraiment par des choses pratiques, c'est-à-dire qu'il faut avoir toutes ces associations qu'on voit, là, des amis de la forêt. Je pense que les oppositions, elles se règlent d'autant plus facilement qu'on met les gens ensemble. Les forestiers, c'est des gens qui ne savent pas très bien s'exprimer, mais par contre, quand vous vous baladez avec eux, ils vous expliquent leur métier et on arrive toujours beaucoup plus facilement comme ça à trouver des consensus et à se parler. Donc, il faut...
On avait dans le temps une opération là, qui s'appelait à l'école de la forêt, avec des classes primaires, mais il faut vraiment créer des mouvements citoyens. Et alors, en plus, avec le changement climatique, nous, par exemple, on suit une initiative qui se passe autour du domaine de Chantilly, la forêt de l'Institut de France, où on voit des bénévoles qui viennent et qui sont un peu inquiets parce qu'ils voient leur forêt dépérir, mais qui du coup viennent aider les chercheurs et les gestionnaires à faire des observations, à mettre en place des essais. On fait des îlots d'avenir, par exemple, nous, dans l'Est. Alors, c'est des choses un peu plus conséquentes, mais à Chantilly, avec les élèves des écoles, ils vont faire des petits nids d'avenir, donc ils vont essayer... Et ça, c'est vraiment essentiel. Moi, je crois beaucoup à ces initiatives de sylviculture participative et il faut les faire partout sur le territoire français pour que, justement, après, que ces réseaux communiquent. Moi, je suis pour un grand mouvement de sylviculture participative en France. Et côté politique ? Alors, côté politique, bon, déjà, il y a des mobilisations citoyennes extrêmement fortes dans tout le pays et je pense à des endroits où, justement, l'industrialisation est la plus forte actuellement, évidemment dans le Morvan, dans le Limousin et à d'autres endroits où il y a des mobilisations citoyennes très fortes. Moi, je crois qu'il nous faudrait un vrai débat démocratique sur les forêts. C'est ce sur quoi je me bats à l'Assemblée nationale et notamment avec des députés qui ne sont pas de notre bord, notamment Anne-Laure Cattelot qui a fait le rapport sur les forêts. Nous, on demande qu'il y ait un vrai débat démocratique sur cette question-là. Et dans l'idée de plan forestier qui serait fait, donc de remettre et de se réapproprier collectivement le temps long, eh bien, on pourrait imaginer qu'il y ait des débats un peu partout qui puissent amener à ce qu'un plan soit fait, puis ensuite rediscuter régulièrement en lien et avec les citoyens. Nous, on le fait souvent dans la commission d'enquête citoyenne qui ont abouti déjà à une première loi, mais qui va aboutir à une loi cadre. Eh bien, c'est fait aussi avec des citoyens, avec des ateliers des lois, donc pour rappeler que eh bien, la politique, c'est notre vie commune et ce n'est pas réservé ni aux politiques qui ont un mandat à un moment ou à un autre, ni aux experts, mais bien à l'ensemble du peuple français de décider de l'avenir de notre pays et de l'avenir des forêts qui est extrêmement important. Merci à vous deux et merci à notre public qui nous suit et qui nous envoie plein de questions. C'est un plaisir de vous lire et c'est un plaisir d'être votre porte-parole. Donc continuez pour la suite de cette émission. Et je laisse la parole à Emmanuel Davidenkoff pour la suite. Merci beaucoup, Josépha, et c'est un plaisir de vous entendre. Ne bougez pas, Mathilde Panot, Myriam Fournier, restez. Vous avez vu, on fait un petit jeu de culture G avec Henriette Walter. Ça va vous amuser. Henriette, j'ai un tout petit peu changé la première question, mais vous n'allez pas m'en vouloir, je la trouve drôle comme ça. Donc Henriette Walter, si vous nous rejoignez, dont je rappelle qu'elle a publié un ouvrage absolument passionnant sur les noms des arbres, c'était chez Robert Laffont, j'ai plus le titre sous les yeux, je le donnerai tout à l'heure. Donc, connaissez-vous l'une et l'autre Hyperion ? Et où se trouve-t-il ? Hyperion. Moi non, je l'admets sans souci, non. Moi non plus. Je donne ma langue au chat. Et Henriette rigole de ma blague. Hyperion, c'est un nom de la mythologie qui rappelle la vieillesse et la longévité des arbres, et donc surtout des arbres les plus hauts. Et le Hyperion était donc un titan qui a engendré le soleil, la lune et l'aurore. Et alors pourquoi poser cette question ? Alors, pourquoi poser cette question ? Justement, parce que, évidemment, la question est quels sont les arbres les plus hauts du monde ? Et Hyperion, c'est le nom de l'arbre le plus haut du monde, voilà, que l'on trouve où, qu'on trouve en Amérique. Et c'est un séquoia. Il a 115 mètres, un peu plus de 115 mètres. Et savez-vous d'où vient ce nom de séquoia ? Ah mais non, mais ça, en plus, vous ne l'avez pas mis. C'est moi qui vous piégez maintenant. C'est quoi cette histoire ? Oui, je ne vous l'ai pas dit. Bon, alors, écoutez, le séquoia, généralement, c'est les noms des arbres ou les noms de la botanique, disons, se rappellent de grands savants, des botanistes. Là, pas du tout. Là, pas du tout. C'est un Amérindien qui n'était pas du tout linguiste, ni linguiste, ni botaniste d'ailleurs, et qui était tout à fait remarquable parce qu'il a inventé un alphabet amérindien. Donc, il était de la tribu des Cherokees, et comme vous savez, généralement, dans les tribus amérindiennes, la transmission est orale. Elle n'est jamais par écrit. Et lui, il a inventé un alphabet.
Tout nous ramène à la langue. Voilà. Et exactement. donc les séquoias Exactement. viennent de son nom. J'ai changé Exactement. aussi la deuxième question. Vous me faites des niches, je vous fais des niches, Henriette. Dites-moi. Où peut-on voir alors, vous êtes seul en piste, Mathilde, je crois qu'on a perdu. En plus, moi, je suis vraiment pas une spécialiste, mais je vais essayer. Non, mais Et moi, j'apprends si plein de j'avais choses, pas donc mes c'est notes, très je bien. sais rien. Hein. Hier soir, je savais pas. Allez-y. La marche de Mathusalem. Où peut-on voir la marche de Mathusalem? Dans les montagnes rocheuses. Dans les montagnes Oui. rocheuses. Formidable. Bravo. Excellente réponse. Bravo. Alors, qu'est-ce que Bravo. c'est la marche de Mathusalem? Alors, la marche de Mathusalem, c'est un ensemble d'arbres qui sont tous âgés de plus de 4000 ans. Mais pourquoi Mathusalem? Parce que Il était tout finalement, jeune, c'était un Mathusalem, gamin, Mathusalem. mais il est pas si vieux que ça. Il n'avait même pas 1000 ans. Donc 969 ans. Donc évidemment, bon, c'est pour rappeler peut-être cette histoire de l'Ancien Testament. Voilà. Et dernière petite question, alors puisqu'on était dans les arbres les plus hauts, maintenant on était dans les plus vieux. Quel est le doyen des arbres parisiens, puisqu'on est dans ces états généraux, Francine? J'attends la réponse avec... Myriam, vous savez? Non, surtout parisien. Eh bien, c'est un robinier. C'est un robinier qui se trouve sur la rive gauche, en face de Notre-Dame de Paris. Mais il n'est pas très vieux quand même par rapport aux c'est un vieux nourrisson. arbres. Il n'a que 400 ans. Et d'où vient ce mot de robinier? Alors, robinier, du nom du botaniste d'Henri IV, qu'il avait fait venir et qui en avait planté dans son jardin de l'île de la Cité. Et qui s'appelait Jean Robin. Et Jean Robin. Ai-je appris Voilà. grâce à Oui. votre travail formidable. Voilà. C'est toute une poésie. Merci beaucoup, Mathilde. Au passage, vous savez que Merci. c'est quand même une belle erreur du passé, le robinier. Parce qu'aujourd'hui, le robinier est invasif et combattu par les forestiers. Donc voilà un bel exemple d'erreur du passé. Et alors à Paris, c'est une erreur qui dure, puisqu'elle dure depuis 400 ans À à ce Paris, moment-là. il risque pas trop d'envahir, ça va, mais à d'autres endroits, il est plus gênant. Bon, arrêtez, touche pas à mon arbre. Et vous avez, si vous nous faites abattre le dernier, le plus vieil arbre de Paris, on est mal. Gardez-le. Pourtant, il s'appelle comme ça. Comme bilan des états généraux, ça va faire tâche. Merci beaucoup à vous trois. Henriette, on se retrouvera tout à l'heure pour d'autres questions. Je vous propose une dernière sélection d'images du reportage de Julien Daniel sur Romainville. Je vous ai raconté l'histoire tout à l'heure.